Monsieur le Président, je vais revenir sur une question qui m'a toujours un peu taraudé, je dirais. J'ai lu dans l'un de vos ouvrages que la dictature n'est pas une fatalité en terre arabe. Oui, c'est Et que nous ne sommes pas des porteurs sains du virus de la tyrannie. J'ai un peu peut-être modifié l'expression. Et qu'il n'existe pas de gène de la servitude. bien sûr. En êtes-vous convaincu, Monsieur le Président? Toujours. J'en suis absolument convaincu. Les gens oublient que dans notre culture, même si la liberté n'est pas dans notre culture, la première valeur, c'est la justice. Nous sommes une nation assoiffée de justice, l'adl. Mais aussi, la liberté est un concept qui existe dans notre culture. Attendez, la fameuse phrase que tout le monde connaît d'Omar al-Khattab, Mata sta'badtum an-nasa wa qad waladathum al-umam ahrar, ahrar, donc libre. Le cri du père de Antar ibn Shaddad, Kur wa anta hur, etc., etc. La liberté est un concept fondamental dans la pensée arabe, contrairement à ce qu'on croit. Mais elle vient après la justice, c'est vrai. C'est vrai que nous sommes d'abord la nation de la justice. Et moi, je n'arrête pas de dire aux gens, si vous voulez la justice, il faut avoir la liberté. Seule la liberté vous permet de dénoncer la corruption, de dénoncer l'injustice, etc., etc. Pour moi, ces deux valeurs sont absolument intriquées. Moi, je ne comprends pas la liberté sans la justice sans la liberté. Alors, attendez, et toute l'histoire du monde arabe a été en permanence des histoires de révolte. Donc, les gens qui se révoltent sont par conséquent des gens libres. Et donc, la liberté a été fondamentale, mais en arrière-fond. Je veux dire que ça n'a pas été mis en exergue, elle n'a pas été théorisée comme chez les Occidentaux. Les Occidentaux l'ont théorisée. Ils en ont fait un concept de base, etc. Et ils ont eu raison. Ils ont raison. Je pense que nous, aujourd'hui, à la fois à cause de notre héritage et à cause de notre proximité avec les Occidentaux, pour nous, la liberté est en train de devenir aussi une valeur fondamentale et essentielle. Et le lien entre liberté et justice est maintenant fait dans l'esprit des gens, et je pense que plus jamais, personne dans le monde arabe, même s'il y a une restauration, parce que c'est ça qui nous pend au nez, la restauration de la dictature, elle est déjà faite quelque part, elle nous pend au nez ici dans ce pays, mais même s'il y a une restauration, elle ne durera pas. Parce qu'aujourd'hui, le gène de la liberté, si vous voulez, si gène il y a, je ne pense pas qu'il y ait des gènes, mais cette prédisposition, cet amour, cette passion pour la liberté, elle est là et elle est en train de grandir et de gronder, et je ne pense pas que quelques restaurations... Monsieur le Président, pour résister, je dirais, aux assauts de quelques forces qui sont hostiles à la liberté ou à l'établissement d'un état de droit, donc hostiles aux valeurs républicaines. Ou bien y a-t-il un risque, je dirais, de retour de manivelle? Il y a un risque de retour aux manivelles. L'histoire n'est pas, c'est pas un long fleuve tranquille. L'histoire, c'est pas un long fleuve tranquille. L'histoire, c'est des flux, de reflux et des reflux, etc. Mais observez un peu la dynamique sur l'échelle, rien que les 60 dernières années, par exemple, dans ce pays. Observez un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un État autoritaire où la liberté n'existait pas. Puis ensuite, petit à petit, des franges de la population, des jeunes, des intellectuels, etc., ont imposé ce concept. Puis petit à petit, ça s'est agrandi. Il y a eu la société civile dans les années 80, il y a eu les partis démocratiques, la liberté, etc. Il y a eu la révolution. Donc en fait, ce qu'on a vu pendant ces 60 dernières années, depuis l'indépendance, c'est enfler progressivement tout cet espace de liberté. Et aujourd'hui, nous sommes un État libre, nous sommes une société libre, avec tous les dérapages, tous les travers, tous les effets pervers, mais ça n'a aucune importance. Nous sommes déjà une société libre. Alors imaginez par exemple le retour de ce que vous appelez un retour de manivelle. Il va y avoir une tentative de quoi? De revenir, ça ne tiendra pas. Donc je pense que nous sommes dans un processus irréversible. Je reviens à l'Inde et à la jeunesse. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes d'aujourd'hui qui ne sont pas du tout dans cette perspective? Parce que moi aussi, dans les années 80 aussi, on avait une certaine liberté, on partait comme ça. C'est-à-dire, maintenant, on voit que les jeunes sont trop bien entourés, et il y a peut-être un manque d'initiative, un manque... Est-ce que vous avez... La désaffection des urnes récemment, au cours des 2 dernières élections, le prouve un peu. Le taux était quand même assez important. Et puis, moi, j'ai tendance à les appeler, enfin, je ne pense pas qu'il en soit vexé, la bof génération. C'est-à-dire qu'il y a une certaine indifférence, bien que cette jeunesse ait été fondamentale
dans ce qui s'est passé en Tunisie, en Égypte et un peu partout dans le monde arabe en 2011, mais il y a comme une espèce de résignation, Monsieur le Président. Moi, ça me rappelle l'histoire de la querelle des anciens et des modernes. C'est une donnée de l'histoire humaine, c'est qu'il y a toujours un malentendu entre les générations. Donc, je me méfie, je me dis, ces discours réducteurs, il y a toujours comme ça une espèce de malentendu entre les générations. Ouais, nous, dans notre temps, c'était mieux, etc. Donc ça, pour moi, sonnette d'alarme, je fais attention. Je veux dire, sur le plan méthodologique, je fais attention. Moi, je me méfie plus de mes propres idées que des idées des autres. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, moi, j'ai appris à analyser tous les phénomènes à partir de deux paramètres fondamentaux, la complexité et la dynamique. Ça veut dire que pour moi, la jeunesse n'existe pas. Il y a les jeunesses. Donc ça, c'est ce que j'appelle le paramètre du spectre. L'islamisme n'existe pas, il y a les islamismes. Et la droite n'existe pas, il y a les droites. Et la gauche aussi. La gauche n'existe pas, il y a les gauches. Donc ça, pour moi, c'est ce que j'appelle le paramètre de la complexité. Et puis ensuite, il y a le paramètre de la dynamique. C'est-à-dire que ces jeunesses diverses et variées sont en mouvement perpétuel. Et c'est ça qui rend l'analyse difficile. Et c'est ça qui rend le jugement péremptoire. Parce que quand vous avez des jeunesses et que ces jeunesses multiples et complexes sont en variation tous les jours, quel jugement vous pouvez faire? Vous ne pouvez pas faire de jugement. Moi, donc, c'est pour ça que je vais suspendre ce jugement sur la jeunesse. Moi, je ne crois pas ça. Ce que j'ai vu, moi, c'est plusieurs jeunesses dans ce pays. Il y a la jeunesse dorée, il y a la jeunesse je m'en foutiste, il y a la jeunesse apolitique. Mais il y a une magnifique jeunesse que j'ai vue dans mes meetings, politisée, volontariste, enthousiaste, plein de rêves, etc. Alors, quelle est la proportion de cette jeunesse-là dans le spectre des jeunesses? Ça, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Mais le fait que cette jeunesse-là existe, ça me rassure. Mais en même temps, je me dis, ça doit être probablement la même proportion que dans toutes les générations. C'est une hypothèse, je ne peux pas la confirmer. Je me dis que dans ma jeunesse à moi, il y avait aussi une jeunesse apolitique, une jeunesse amorphe, une jeunesse ceci, une jeunesse... Mais il y avait aussi une jeunesse magnifique, une jeunesse rêveuse, une jeunesse politique, etc. etc. Alors, l'hypothèse que je fais, c'est que, à travers les âges, c'est toujours probablement la même structure. Et donc, la jeunesse qui fait vraiment l'histoire, c'est cette portion minime ou moyenne, je ne sais pas quelle est, c'est cette portion-là qui fait l'histoire. Et c'est à cette portion-là que moi je m'adresse en espérant qu'elle s'élargisse. C'est un peu la même chose pour les citoyens. Dans ce pays, il y a un peuple de citoyens, c'est-à-dire un peuple qui n'accepte pas qu'on le manipule, des gens qui sont prêts à s'impliquer, etc. Et ce peuple de citoyens, le rôle de la démocratie, c'est de lui permettre de s'élargir et de devenir la majorité. Moi, ce que je veux, c'est que le peuple de citoyens devienne la majorité et que cette jeunesse enthousiaste, créatrice, qui est là dans toutes les générations, à tous les moments, aussi se renforce et joue un rôle important dans ce pays. Très bien. Je voudrais évoquer avec vous une question assez épineuse et assez délicate. En ce sens que j'ai l'impression qu'on se dispute un peu la femme ces temps-ci, en période électorale, comme si c'était, malheureusement, je dis bien malheureusement, un trophée de guerre. Et que chacun essaie de l'impliquer à sa manière. Moi, personnellement, je pense que les droits de la femme ne doivent pas être limités à quelques aspects assez anodins. Et dont certains tirent un peu leur gloire, disons. Que pensez-vous, Monsieur le Président, de cette problématique-là? Pensez-vous que l'émancipation de la femme puisse être réglée uniquement par des discours ou des vœux pieux Bien, moi, compte tenu de l'âge, compte tenu du fait que j'ai beaucoup travaillé dans le milieu des droits de l'homme, etc., je peux vous dire comment je perçois le problème. Il y a eu 3 étapes ici en Tunisie dans la façon dont le problème a été posé. La première étape, c'est avant l'indépendance et après l'indépendance, la femme en tant que mère, épouse, donc ce que j'appellerais les droits biologiques. Hein. Bon. Et cette problématique a été résolue, je dirais, de façon maladroite. Pourquoi maladroite? Parce que quand Bourguiba est venu avec son code d'État, etc., ce code-là, qui à mon avis est une
un acquis fondamental et que j'assume et que je défendrai, etc., a été fait de façon maladroite dans la mesure où on a présenté cela quasiment comme une espèce de revanche de la femme contre l'homme. Et comme si l'homme se réduisait à ce que j'appelle le mauvais mari. On a oublié que l'homme, c'est le frère, attentif au sort de sa sœur, que c'est le père pour qui la chose la plus importante, c'est sa fille. On a oublié que c'est l'oncle, le grand-père, etc. On a eu l'impression que l'homme a été réduit au mauvais mari. Donc voilà. Et ça a été une caricature. Ce qui fait que beaucoup d'hommes ont senti ces droits de la femme quasiment comme une accusation, comme une spoliation, etc. Et à mon avis, ça a mis le ver dans le fruit. Aujourd'hui, moi, je pense que beaucoup d'hommes tunisiens sont misogynes à cause de cette façon dont la chose a été présentée. Alors qu'on aurait dû leur dire, écoutez, ces droits, c'est pour protéger vos filles, protéger vos sœurs, contre le mauvais homme, mais pas la revanche de la femme dans l'absolu contre l'homme dans l'absolu. Mais bon, ça a été fait et moi, je m'en réjouis. Deuxième période, c'est celle que j'ai vécue, où grâce à des femmes intelligentes, des femmes de très très grande qualité, elles ont dit, ça suffit avec cette histoire de code statut personnel. Maintenant, le problème, c'est la femme citoyenne. Ce sont les droits politiques. Et ça a été le rôle des femmes démocrates dans les années 80, que je salue, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Elles ont dit, il ne faut pas que la dictature utilise la femme pour faire oublier que la femme aussi, c'est une citoyenne. Ce n'est pas uniquement une reproductrice, une épouse à qui on doit faire le... Donc, et ça a été une étape fondamentale. Ça a déplacé le problème à la citoyenneté, femme citoyenne. Aujourd'hui, nous rentrons dans la troisième phase. En tout cas, ça, c'est ma conception à moi. C'est la femme biologique ne pose plus de problème, elle a les mêmes droits, etc. Et j'en suis heureux. La femme citoyenne, pareil, égalité des femmes et des hommes, etc. Aujourd'hui, l'arbre cache la forêt, à savoir que la femme, le problème fondamental de la femme aujourd'hui en Tunisie, c'est la pauvreté. Aujourd'hui, c'est l'ignorance, la maladie, c'est l'accès aux droits socio-économiques. Et ça, il est important que les femmes des classes bourgeoises comprennent qu'aujourd'hui, si elles veulent être féministes, ce n'est pas par rapport à l'islamisme, etc., c'est par rapport à la pauvreté. La question idéologique est totalement secondaire, la question fondamentale est la question sociale. C'est ça ce que je répète. Et moi, je suis dans cette logique. C'est-à-dire que j'ai accompagné tout ce mouvement de lutte pour les droits de la femme. Bon, j'étais trop jeune dans les années 56 pour dire j'apporte mon soutien, etc., mais j'adhère. Ensuite, j'ai participé à toute la bataille de la citoyenneté pour les hommes et pour les femmes. Et aujourd'hui, mon objectif fondamental, c'est de sortir les femmes de la pauvreté parce que c'est elles qui supportent la pauvreté. J'ai vu des femmes dans le nord-ouest travailler pour 7 dinars la journée, les pieds dans la boue. Je sais que toutes nos usines sont remplies de filles. Je sais qu'il y a une inégalité entre les salaires hommes-femmes qui est totalement inacceptable. Et une exploitation éhontée parfois. Et voilà. Et donc, que l'arbre ne cache pas la forêt, que la question féministe aujourd'hui se déplace pour dire que la question fondamentale, c'est l'accès de la femme à la santé, à l'éducation, au travail, à la culture, et rien d'autre. Ce n'est plus une question homme-femme, ce n'est plus une question idéologie, c'est une question sociale et rien d'autre.